Chapitre 5. Chez Pierce & White, la salle des ventes donnait sur le grand hall d'entrée, au rez-de-chaussée d'une belle demeure de style géorgien. Les acheteurs potentiels signaient à la réception, puis entraient dans cette grande pièce ancienne, au magnifique parquet et au plafond mouluré. Un mur y était tout entier recouvert d'une bibliothèque, si haute qu'il fallait une échelle pour atteindre les dernières étagères. Les fenêtres donnaient sur Kensington High Street, et par les rideaux tirés, des rayons de soleil doré tombaient sur les chaises de bois brun, bien rangées, créant sur le sol une sorte de damier. Il y avait assez de place pour 70 à 80 clients, et en ce beau jeudi matin, la salle se remplissait rapidement. Malcolm Fraser était arrivé tôt, pressé d'en finir. Après avoir été enregistré par une hôtesse délurée qui accueillit sa morosité avec un large sourire, il entra dans la vaste pièce encore déserte pour aller s'asseoir au premier rang, devant le pupitre du commissaire-priseur. L'air absent, il se mit à tripoter la fermeture de son sac entre ses doigts épais. Plus les gens arrivaient, plus il détonnait dans la salle. En effet, il ne ressemblait en rien aux autres acquéreurs de livres anciens. Assis avec raideur, les pieds bien plantés devant lui, près de sa mallette, c'était une véritable armoire à glace aux traits taillés à la serpe, sans la moindre rondeur. Au deuxième rang, la chaise juste derrière lui demeurait vide, car nul n'était assez grand pour voir par-dessus son épaule. Par ailleurs, aucune des personnes présentes ne semblait en mesure de soulever 180 kilos en position allongée, nager 100 mètres sous l'eau, ni tuer un homme à main nue. Malgré tout, Fraser était beaucoup plus nerveux que ses voisins myopes et malingres, car il n'avait encore jamais assisté à une vente aux enchères et ignorait tout du processus. Il regarda le catalogue et repéra le lot 113 vers le milieu. Si les objets étaient mis à prix dans l'ordre, l'attente risquait d'être longue. Il avait été informé de cette vente par un courriel codé envoyé par le Pentagone sur son BlackBerry. Il poussait un caddie rempli de courses au rayon des produits laitiers, suivant docilement sa femme à travers un supermarché de la banlieue de Las Vegas, quand soudain la sonnerie d'urgence avait retenti. Il avait senti son estomac se serrer en un réflexe pavlovien. Ce signal n'augurait jamais rien de bon. Un filtre depuis longtemps oublié, mis en place par les services du contre-espionnage, passait au crible les médias électroniques à la recherche des mots-clés « livre » et 1527. Un analyste de base était tombé sur quelque chose et le lui avait transmis, étonné qu'un agent au service de l'armée puisse s'intéresser à un vieux bouquin mis aux enchères en Angleterre. Toutefois, à la zone 51, l'information avait fait l'effet d'une bombe. Le volume manquant refaisait enfin surface. Cela revenait à dénicher une aiguille dans une botte de foin. Où était-il donc resté caché pendant toutes ces années? Entre les mains de qui était-il passé au fil du temps? Quelqu'un connaissait-il sa véritable nature? L'avait-on deviné? Ce manuscrit avait-il quelque chose de particulier qui puisse compromettre la mission de la zone 51? Des réunions avaient eu lieu, des plans avaient été élaborés, des documents administratifs rédigés, des fonds débloqués et virés. L'opération main tendue approchait dangereusement. Voilà pourquoi le Pentagone avait chargé Fraser en personne de mener à bien cette mission. La salle était presque comble quand arriva le personnel procédant à la vente. Impeccable dans son costume, Toby Parfit, le commissaire-priseur, monta au pupitre pour ajuster son micro et ses différents accessoires. À sa gauche, Martin Stein et deux autres assistants, appartenant à la section des livres anciens, s'assirent à une table recouverte d'une nappe. Chacun contacta par téléphone des acheteurs potentiels qui ne pouvaient se faire représenter, et, l'appareil vissé à l'oreille, attendit avec placidité que la vente commence. Peter Neave, le jeune assistant de Toby, se plaça tout de suite à la droite de son maître, tel un lévrier prêt à prendre le départ. Il voulait être le plus près possible à cause du nouveau, Adam Cottle,
qui n'était là que depuis 15 jours. C'était un blondinet à l'œil terne, d'une vingtaine d'années, aux doigts boudinés, qui ressemblait davantage à un garçon boucher qu'à un marchand de livres anciens. Apparemment, son père connaissait le directeur du personnel et on l'avait imposé à Toby, alors qu'il n'avait besoin de personne, et que Cottle n'avait aucune expérience, sans parler de diplôme universitaire. Niamh était sans pitié avec lui. Enfin, il avait quelqu'un sous ses ordres. Et il ne se privait pas pour lui imposer toutes les basses besognes. Le garçon s'en acquittait sans broncher, acquiesçant en silence, agissant tel un serviteur obéissant. Toby examina la salle, adressant de petits signes de reconnaissance polis aux habitués. Il y avait là quelques têtes nouvelles, en particulier cet imposant personnage tout en muscles, assis juste devant lui, et qui ne semblait guère à sa place. Mesdames et messieurs, il est l'heure. Nous allons pouvoir commencer. Je suis Alistair Parfit, votre commissaire-priseur, et je suis heureux de vous accueillir pour cette vente d'automne de livres et de manuscrits anciens de la maison Pearce & White, qui représente une collection diversifiée d'œuvres littéraires de grande qualité. Parmi les objets mis en vente aujourd'hui se trouvent les trésors de la collection du manoir de Lord Cantwell, dans le Warwickshire. Je me dois de vous informer que nous acceptons aussi les enchères par téléphone. Notre personnel se tient à votre service en cas de besoin. Alors, si vous le voulez bien, procédons maintenant à la vente. La porte du fond s'ouvrit, et une belle assistante portant des gants blancs entra avec le premier lot, qu'elle tenait avec timidité devant sa poitrine. Toby lui adressa un signe de tête et déclara : « Le lot numéro 1 est un très bel exemplaire de The Unity of Art de John Ruskin. Il s'agit du texte d'une conférence donnée lors des rencontres annuelles de l'École des Beaux-Arts de Manchester en 1859, publié à Oxford en 1870. L'exemplaire a légèrement bruni malgré son emballage d'origine. Il ferait une belle acquisition pour les aficionados de Ruskin et les passionnés d'histoire de l'art. Nous commencerons les enchères à 100 livres. Fraser grogna et s'arma de patience pour supporter ce qui s'avérait pour lui un supplice. New York, au même moment, avec 5 heures de décalage. 2 heures avant que le soleil dissipe les ténèbres glaciales qui s'étendaient sur l'East River, Spence et Kenyon s'étaient réveillés très tôt dans leur domicile nocturne, un parking de supermarché sur Long Island. Dans leur petite cuisine, ils s'étaient fait des œufs au bacon. Puis, ils avaient pris la route de Manhattan Sud afin d'éviter les premiers ralentissements. À 4h30, ils s'arrêtaient devant la porte de Will, qui les attendait sur le trottoir, frissonnant dans le froid, mais bouillant de colère après une querelle matinale. Ce n'était pas une bonne idée d'avoir ce genre de discussion avec Nancy quand elle donnait le sein. Cette pensée ne le quitta pas durant toute leur dispute. Ce n'était pas bien d'élever la voix pour couvrir les bruits minuscules et délicieux d'un bébé qui tète, sans parler de gâcher ce moment de sérénité maternelle. D'un autre côté, il avait fait une promesse à Spence. Et après tout, il avait quand même refusé de se rendre en Angleterre. Hélas, cet argument n'avait guère convaincu Nancy. Pour elle, l'affaire Apocalypse appartenait au passé, et mieux valait ne plus songer à la bibliothèque. Elle mesurait parfaitement le danger que représentaient les gardiens. Elle était tout entière dans le présent, les yeux tournés vers l'avenir. Elle avait un fils qu'elle adorait, un mari qu'elle aimait, la vie était belle, mais elle savait qu'il s'en fallait de peu pour que tout change. Elle lui avait dit de ne pas jouer avec le feu. Hélas, Will était l'entêtement personnifié. Il prit son blouson et quitta l'appartement en fanfare, se culpabilisant dès la porte refermée. Pourtant, il refusa de retourner lui faire des excuses. Sur le plan intellectuel, il comprenait que le mariage nécessite des concessions. Toutefois, il n'y consentait pas toujours. Il grommela pour lui-même qu'il avait bien le droit de faire ce qu'il voulait, puis matraqua le bouton de l'ascenseur comme pour lui casser la figure. En montant dans le camping-car, il déclara :
Heureusement qu'on ne fait pas ça chez moi. Ça barde à la maison, monsieur Piper ? Fit Spence. À partir de maintenant, vous m'appelez Will, ok ? Répondit-il d'un ton énervé. Vous avez du café ? Il s'affala sur le canapé, tandis que Kenyon lui en versait une tasse. Spence inscrivit leur destination sur le GPS et démarra. Il se rendait au parking d'un centre commercial du Queens, où Will pensait qu'il pourrait se garer sans encombre. À leur arrivée, il faisait encore nuit. L'endroit était désert car les boutiques ne devaient pas ouvrir avant plusieurs heures. Spence se gara à la limite du grand espace vide. L'écran de son téléphone affichait 5 bars, aussi n'avait-il pas à se soucier de la qualité de la réception. « Il est 10 heures à Londres. J'appelle. » Spence se leva, tirant derrière lui sa boîte à oxygène. Il posa sur la table de la cuisine le portable branché sur haut-parleur, et ses compagnons s'assirent à ses côtés tandis qu'ils composaient le numéro. Un opérateur les connecta avec la maison de vente aux enchères, et une voix suave leur répondit. « Martin Stein, Pearson White, qui est à l'appareil ?»« Bonjour, Henry Spence. J'appelle depuis les États-Unis. Vous m'entendez bien ?»« Parfaitement, monsieur Spence. Nous attendions votre appel. Je vous saurai gré de m'indiquer quel lot vous intéresse. »« Un seul, le lot 113. »« Je vois. Eh bien, je ne pense pas que nous y arriverons avant une bonne heure, si ce n'est 2. » Mon téléphone est branché sur le secteur et j'ai payé ma facture. Donc nous sommes parés. À Londres, Fraser luttait contre l'ennui et la fatigue du décalage horaire. Mais il était trop discipliné, trop stoïque pour faire la grimace, bâiller ou se trémousser sur sa chaise comme une personne normale. Les livres anciens défilaient en un lent flot de carton, de cuir, d'encre, de papier. Histoire, romans, récits de voyage, poésie, ornithologie, ouvrages scientifiques, de mathématiques, d'ingénierie. Il semblait le seul à ne pas s'y intéresser. Ses congénères bouillaient, enchérissant avec fureur les uns contre les autres, chacun avec son style caractéristique. Certains agitaient la main avec hardiesse, d'autres la levaient à peine. Les vrais habitués, familiers des lieux, avaient leur propre langage des signes que seul le personnel décodait. Un hochement de tête décidé, une pommette ou des sourcils relevés. Il y a du fric dans cette ville, songea Fraser en voyant s'envoler à plusieurs milliers de livres des ouvrages qu'il n'aurait pas jugés dignes de caler le pied d'une table. À New York, l'aube se levait enfin et la lumière du jour emplissait le camping-car. De temps en temps, Stein reprenait la ligne pour les tenir au courant de l'avancée de la vente. Il se rapprochait. Will s'impatientait. Il avait promis à Nancy d'être de retour avant qu'elle parte au travail, et le temps s'écoulait. Spence était bruyant. Il ne cessait d'éternuer, de tousser, d'inspirer dans un inhalateur, sans parler des jurons qu'il lâchait. Quand ce fut le tour du lot 112, l'esprit de Fraser s'éclaircit, et dans un sursaut d'adrénaline, le rythme de sa respiration s'accéléra. C'était un volumineux livre ancien, et d'abord il le prit pour son manuscrit. Toby fit l'éloge de l'ouvrage dont il prononça le nom latin sans aucune hésitation. Le lot 112 est un très beau manuel d'anatomie de Raymond de Vieux-Sens. Neurographis Universalis, hoc est omnium corporis humani nervorum, publié en 1670 à Francfort par J.W. Kuhn. On y trouve 29 gravures sur vélin contemporain. Il y a certes quelques petites déchirures, mais il s'agit néanmoins d'un excellent exemplaire d'un traité de médecine historique. Les enchères commenceront à 1000 livres. De nombreuses personnes étaient intéressées, et la lutte fut aussi âpre que brève. Au fond de la salle, un antiquaire corpulent portant un foulard, qui depuis le début s'intéressait presque uniquement aux ouvrages scientifiques, menait la danse, faisant grimper le prix, agressif, par bond de 100 livres. Quand le calme revint, il avait obtenu le traité de médecine
pour 2300 livres. Martin Stein reprit le téléphone. « Monsieur Spence, nous sommes arrivés au lot 113. Tenez-vous prêts. » « Eh bien, messieurs, nous y sommes, » dit-il à ses compagnons. Will regarda sa montre, très ennuyé. Il avait encore le temps de rentrer chez lui et d'éviter une scène de ménage. Dès que le manuscrit fut dans la salle, Fraser ne le quitta plus des yeux. Même à cette distance, il en était certain, c'était bien lui. Il travaillait à la bibliothèque depuis 20 ans et il n'y avait aucune erreur possible. Le moment était venu. Il avait passé la matinée à observer comment se déroulaient les enchères et il en connaissait désormais toute la mécanique. Prêt à donner l'assaut, songea-t-il, pour se mettre en condition. Toby parla du livre avec cœur, comme s'il regrettait de le voir partir. Le lot 113 est tout à fait unique. Il s'agit d'un journal écrit à la main daté de 1527, à la magnifique reliure en cuir de veau d'un peu plus de 2000 pages d'un vélin de toute première qualité. On subodore qu'une feuille a été remplacée à une époque indéfinie à l'intérieur de la couverture. Ce livre semble être un registre des naissances et des décès à caractère international, puisqu'on y trouve de nombreuses langues européennes, africaines et orientales. Il fait partie des collections de la famille Cantwell, sans doute depuis le XVIe siècle, mais on ignore sa provenance. Nous avons consulté des membres des universités d'Oxford et de Cambridge. Hélas, il n'existe pas de consensus quant à son origine. Ce manuscrit demeure donc, si je puis m'exprimer ainsi, une énigme enveloppée de mystère. Cela en fait par conséquent une curiosité extraordinaire et je propose que nous démarrions les enchères à 2000 livres. Fraser leva la main avec une telle brusquerie que Toby sursauta. C'était la première fois que cet imposant client se manifestait depuis le début de la vente, environ 2 heures plus tôt. « Merci », fit le commissaire-priseur. « Qui propose 2500 ?» À travers le petit ampli, Will entendit Stein proposer 2500 livres et Spence de commenter. « Très bien !» Stein fit un signe de tête à Toby, qui reprit. « Nous avons une enchère par téléphone à 2500, qui propose 3000. » Fraser se tortillait sur son siège, mal à l'aise. Il espérait ne pas avoir trop de concurrents. Il leva la main. « J'ai ici 3000, qui va pour 3005 ?»« Merci. » fit-il en désignant le fond de la salle. Fraser se retourna et vit l'homme au foulard hocher la tête. « À présent, qui propose 4000 ?» Stein relaya l'information. « Mais quel bordel !» fit Spence à voix basse. « 5000 !»« J'ai ici 5000 !» déclara Stein. « Très bien !» acquiesça Toby avec souplesse. « Qui propose 6000 ?» Fraser ressentit un pincement d'anxiété. Il disposait d'une bonne marge, mais il escomptait que la vente se déroule en douceur. Il leva la main à nouveau. « J'ai là 6000 qui va pour 7000 ?» L'homme au foulard secoua la tête, jetant le gant. Toby se tourna vers ses collègues au téléphone. Stein parlait. Puis il écouta, reprit la parole, pour annoncer enfin avec une certaine emphase « Mon client propose 10 000 livres. » Je prendrai donc la liberté de demander si quelqu'un suit à 12 000 ? Fraser jura à voix basse et leva la main. Spence avait les mains moites. Will le vit s'essuyer sur sa chemise. « Je n'ai pas le temps de jouer à ce petit jeu. »« C'est votre argent, » déclara Will. « Je monte à 20 000, monsieur Stein. » L'annonce eut beaucoup d'effet sur la salle. Fraser cligna des yeux, incrédule. Sa main frôla la poche de son pantalon où se trouvait son portable. Il était encore trop tôt pour s'en servir. Il avait encore une bonne marge. La moustache de Toby remonta très légèrement quand sa lèvre supérieure se releva d'excitation. « Fort bien. Dirons-nous alors 30 000 ?» Fraser n'hésita pas. Bien sûr qu'il suivait. Au bout de quelques secondes, la réponse de l'enchérisseur par téléphone suivit. Stein, sidéré, annonça « Les enchères montent à 50 000 livres. » Dans la salle, les murmures allaient crescendo.
Stein et Toby échangèrent un regard interloqué, mais le commissaire-priseur conserva son calme imperturbable et déclara simplement « J'ai ici 50 000 livres qui proposent 60 000. » Il fit signe à Peter Neave de s'approcher et le pria d'aller chercher le directeur. Dans son énorme poitrine, Fraser sentait cogner son cœur. Il était autorisé à monter jusqu'à 250 000 $, soit environ 150 000 livres. Ce que ses supérieurs avaient jugé très suffisant, étant donné que l'estimation supérieure du manuscrit ne dépassait pas 3 000 livres. Il n'y avait pas un penny de plus sur le compte bloqué chez Pearson White établi à son nom. La moitié était déjà engagée. Mais putain, quel est le connard qui enchérit contre moi ? Se demanda-t-il avec rage. Puis il leva la main avec force. À New York, Spence appuya sur la touche muet de son téléphone et se plaignit à voix haute. « J'aimerais pouvoir regarder dans les yeux le fils de pute qui enchérit contre nous. Mais qui voudrait payer une somme pareille pour un manuscrit qui ressemble à un registre paroissial ?» Sans doute quelqu'un qui sait de quoi il s'agit réellement, répondit Will d'un air sinistre. C'est pourtant peu probable à moins que... Alf, qu'en penses-tu ? C'est possible, Henry, répondit-il en haussant les épaules. C'est possible, en effet. De quoi parlez-vous ? Interrompit Will. Des gardiens. Ces abrutis de la zone 51 sont peut-être au courant, mais j'espère que non. On va faire grimper un peu les enchères. Mais de combien d'argent dispose-t-il ? Demanda Will à Kenyon. Beaucoup. Et on ne peut pas l'emporter avec soi, ajouta Spence avant de débloquer la touche muet. Stein, on met le paquet. Proposez 100 000 pour moi. Je n'ai pas la patience nécessaire pour ce petit jeu. Pouvez-vous confirmer que vous venez bien de proposer 100 000 livres ? Fit l'autre d'une voix blanche. C'est exact. L'employé hocha la tête et annonça d'une voix forte. L'enchère par téléphone est à présent de 100 000 livres. Fraser s'aperçut que malgré son flegme, Toby affichait désormais une certaine méfiance. Ce type vient de comprendre que le manuscrit est beaucoup plus important qu'il n'en a l'air, songea-t-il. Eh bien, je me demande, monsieur, si vous monterez à 125 000 livres ? Le gardien hocha la tête et pour la première fois de la matinée répondit simplement oui. Il atteignait presque son plafond. La dernière fois où il avait fait l'expérience d'un état proche de la panique, il avait une vingtaine d'années et faisait partie d'un commando à bord d'un petit bateau au large de l'Afrique de l'Est. La mission avait mal tourné. Coincés à 30 contre 1, ils essuyaient les tirs de grenades des rebelles. Aujourd'hui, c'était pire. Il sortit son portable et composa en hâte le numéro du secrétaire à la marine qui, à cet instant même, disputait une partie de squash matinale à Arlington. Son portable sonna dans son vestiaire et Fraser entendit « Vous êtes bien sur le portable de Lester. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. » Stein informa Spence de la nouvelle enchère de 125 000 livres. Spence lui demanda de patienter une seconde et appuya sur la touche muet. « Il est temps d'en finir, » grommela-t-il à l'attention de ses compagnons. Will haussa les épaules. C'était son pognon. Quand le vieil homme reprit la ligne, il dit à Stein « Je propose 200 000 livres. » Quand l'autre répéta la somme, Toby dut poser les deux mains sur son pupitre pour ne pas chanceler. Dans les coulisses, le directeur de Pearson White, un aristocrate aux cheveux blancs, parfaitement impassible, se mit à pianoter du bout des doigts sur le mur, nerveux. Puis le commissaire-priseur s'adressa d'un ton poli à Fraser. « Monsieur désire-t-il faire monter les enchères ?» Le gardien se leva pour s'isoler. « Je dois passer un coup de fil. » Il avait la gorge si serrée que seul un filet de voix passait, ce qui le rendait un peu ridicule, étant donné sa corpulence. « Je peux octroyer à monsieur un petit laps de temps. » Fraser rappela Lester, puis son bureau au Pentagone,
où il tomba sur un assistant. Il inonda soudain l'infortuné sous un torrent de murmures urgents. Toby l'observait avec patience. « Souhaitez-vous enchérir ?»« Minute !» s'écria Fraser. L'assistance sursauta. Cette vente était décidément fort inhabituelle. « Alors, est-ce qu'on l'a ?» s'enquit Spence par téléphone. « L'autre enchérisseur est au téléphone, » répondit Stein. « Bien, dites-lui qu'il se dépêche, » déclara-t-il en éternuant. Fraser avait des sueurs froides. C'était un cauchemar. La mission tournait à l'échec, possibilité qui n'avait même pas été envisagée. Il avait l'habitude de résoudre les problèmes en recourant à la force, mais ses stratégies habituelles n'avaient pas cours dans cette salle polissée au cœur de Londres, pleine de bibliophiles au teint de parchemin. Stein releva les sourcils pour montrer à Toby que son client s'impatientait. Le commissaire-priseur, à son tour, chercha du regard son directeur, et tous deux opinèrent du chef, scellant le destin du manuscrit. « Je crains, à moins que quelqu'un ne propose une enchère supérieure, que nous devions nous arrêter à 200 000 livres. » Fraser essaya de l'ignorer tandis qu'il continuait à s'exciter à voix basse dans son portable. En un geste théâtral, Toby releva son maillet plus haut que d'ordinaire, puis il déclara avec lenteur, clarté et fierté : « Mesdames et messieurs, une fois, 2 fois, 3 fois adjugé à l'enchérisseur par téléphone pour la somme de 200 000 livres. » Le maillet s'abattit sur le pupitre avec un bruit sonore, cédant la place au silence. Enfin, Fraser fit volte-face et s'exclama « Non !» Chapitre 6. Fraser arpentait le trottoir de Kensington High Street d'un pas furieux, sans prêter la moindre attention aux piétons, qui devaient faire un bond de côté pour éviter son train de chars d'assaut. Il pianotait sur son portable en geste hystérique, essayant de faire comprendre à ses supérieurs la gravité de la situation et de leur soutirer un plan. Quand enfin il réussit à avoir en ligne le secrétaire à la marine, il dut se réfugier dans une pharmacie, car le ronflement du bus 27 l'empêchait d'entendre. Quand il revint à l'extérieur, dans le brouhaha et les fumées de diesel, les poings enfoncés dans ses poches, il tirait une tête de 3 pieds de long. On était jeudi midi, il faisait beau, et tous les passants qui allaient déjeuner étaient de bien meilleure humeur que lui. Les ordres de Lester étaient pathétiques, improvisés mais sans violer les lois britanniques. Il fallait bien sûr comprendre, si vous commettez des actes illégaux, ne vous faites pas prendre. Il revint chez Pearce & White et déambula dans le hall, entrant et sortant sans arrêt de la salle des ventes. Toby l'avait vu et donnait l'impression de vouloir l'éviter. Fraser le coinça au moment où il s'apprêtait à filer par la porte réservée au personnel. « J'aimerais parler au type qui a remporté le lot 113. » « Quel duel, en effet !» s'exclama Toby, diplomate. Suivit un silence délibéré. Toby espérant peut-être obtenir une explication de l'engouement pour ce manuscrit, à présent que l'homme avait perdu la partie. Mais Fraser revint à la charge sans fournir la moindre explication. « Pouvez-vous me donner son nom et son numéro de téléphone ?» Hélas, c'est impossible. Ce serait contraire à notre principe de confidentialité. En revanche, si vous le souhaitez, je peux communiquer vos coordonnées à votre concurrent pour qu'il vous contacte. Fraser insista, laissant entendre à Toby qu'il n'aurait pas à le regretter, ce qui mit celui-ci fort mal à l'aise. Aussi, avisant Martin Stein, le commissaire-priseur s'empressa-t-il de s'excuser et d'aller trouver son adjoint. Fraser resta près d'eux malgré tout et écouta leur conversation. Il a insisté pour qu'on lui livre le manuscrit à New York dès ce soir. Il offre un aller-retour en première classe et une nuit d'hôtel à un membre de notre personnel. Il a déjà réservé une place sur le vol 179 de la British Airways pour ce soir. « Eh bien non, je n'irai pas, » répondit Toby. « Moi non plus, j'ai un dîner, » rétorqua Martin irrité. Le commissaire-priseur
avisa alors ses 2 assistants, à l'autre bout de la pièce, et leur fit signe d'approcher. Niamh bouillait encore d'excitation après cette vente fantastique. Cottle était comme d'habitude impassible. « J'ai besoin de quelqu'un pour livrer le manuscrit de 1527 à New York ce soir. » Cottle s'apprêtait à répondre, mais son collègue le prit de vitesse. « Zut alors, j'aurais adoré y aller, Toby, mais mon passeport est périmé. Ça fait un moment que je dois m'en occuper. »« J'irai, monsieur Parfit, » proposa aussitôt Cottle. « Je suis libre. » « Vous vous êtes déjà rendu à New York ? » ?»« Oui, une fois, en voyage scolaire. »« Très bien. Vous êtes donc désigné pour porter le manuscrit. L'acheteur a prévu que les taxes soient payées à Kennedy Airport et ajoutées sur la note. Vous aurez un aller-retour en première classe, une chambre dans un hôtel de luxe, donc vous serez fort bien traité. De plus, cette personne est tout à fait consciente des problèmes relatifs à la sécurité. Aussi, à votre arrivée, vous récupérerez l'adresse de livraison au comptoir de la British Airways. « En première classe ?» se lamenta Niamh. « Merde alors, tu me dois une fière chandelle, Cottle. Faudra que tu me renvoies l'ascenseur. » Fraser s'éclipsa. À l'accueil, l'hôtesse rangeait les brochures et les feuilles de présence quand il s'approcha. « Je voudrais adresser mes remerciements au jeune type qui travaille ici, Cottle. Il m'a beaucoup aidé. Vous pouvez me dire son prénom et comment s'écrit son nom de famille ? » « Il s'appelle Adam. » Puis elle épela son nom, surprise qu'un employé aussi insignifiant que Cottle puisse avoir été utile à un client. C'était tout ce que Fraser avait besoin de savoir. Quelques heures plus tard, il était dans un taxi en direction de l'aéroport, avalant goulûment 3 Big Mac achetés dans le seul restaurant de Kensington High Street digne de confiance. 100 mètres plus loin, Adam Cottle filait aussi vers Heathrow. Le gardien ne craignait pas de le perdre, car il connaissait la destination du jeune homme et de son précieux paquet. Un peu plus tôt, Fraser avait appelé son bureau à la zone 51, en demandant une recherche prioritaire sur Adam Cottle, environ 25 ans, employé chez Pearce & White Auctions à Londres, en Grande-Bretagne. 10 minutes plus tard, son subordonné le rappelait. « J'ai votre homme, Adam Daniel Cottle, domicilié à Alexandra Road à Reading, dans le Berkshire. Date de naissance 12 mars 1985. » « Et quel est sa DDD ?» « C'est drôle que vous me demandiez ça, chef, parce que c'est justement aujourd'hui. Votre type va clamser. » « Pourquoi est-ce que je ne suis même pas choqué ?» s'interrogea Fraser avec lassitude. Chapitre 7. Will passa les haricots verts à son beau-père. Joseph n'en laissa que quelques-uns. Ils étaient en effet exactement comme il les aimait, bien beurrés et croquants. Ce qui n'était guère étonnant, puisque c'est sa femme qui les avait préparés. Mary s'était d'ailleurs occupée de tout le repas, jusqu'au pain. En arrivant dans la minuscule cuisine, elle avait tout déballé, réchauffé, et disposait ce festin sur des plats, tandis que les autres s'extasiaient sur Philippe. Les jeunes grands-parents ne se lassaient pas de leur petit-fils. Effectuer le trajet entre Westchester et le sud de Manhattan à cette heure-là ne leur faisait pas peur, si c'était pour le voir. Mary ne voulait pas infliger à sa fille débordée la préparation du dîner. Aussi avait-elle cuisiné des lasagnes avec tous les accompagnements nécessaires. Quant à Joseph, il s'était occupé du vin. Philippe, lui, était en pleine forme. Pour ses grands-parents, c'était un vrai bonheur. Bien qu'il s'agisse d'un dîner en famille, Mary était habillée avec élégance, et s'était même rendue chez le coiffeur. Elle s'affairait à travers la petite cuisine, dans un nuage de parfums et de lacs. Version plus en chair de sa fille, étonnamment jeune et jolie. Avec ses longs cheveux blancs bouclés, Joseph, lui, avait l'air d'un savant fou, rampant sur le sol à la poursuite du bébé rieur. Nancy et Will étaient assis tous les deux sur le canapé, mais à distance, maussades. Ils serraient leur verre de vin sans rien dire.
Les Lipinski avaient tout de suite compris qu'ils entraient dans une zone de turbulence conjugale et faisaient de leur mieux pour rendre l'atmosphère plus légère. Joseph se rapprocha de sa femme, se versa un verre de vin et lui tapota l'épaule pour s'assurer qu'elle le regardait. « Oh, ce n'est pas si facile, tu sais. Tu te souviens ?» « Je ne me rappelle que les bonnes choses, » répondit-il en lui donnant un léger baiser. Au dîner, Mary observa Will. « Will, vous rajoutez du sel avant même d'avoir goûté. »« J'aime quand c'est bien salé. »« Je dois remplir la salière toutes les semaines. » fit Nancy d'un ton accusateur. « Il me semble que ce n'est pas très bon pour la santé, » remarqua Joseph. « Où en est votre pression artérielle ?»« Je n'en sais rien, » répondit Will d'un ton boudeur. « J'ai jamais eu de problème. » Il n'était pas d'humeur à bavarder, et il ne faisait aucun effort pour le cacher. Nancy n'avait guère apprécié l'histoire de la vente aux enchères, et avec le recul, Will regrettait de ne pas avoir dissimulé les détails. Toute la journée durant, elle avait fulminé. Will se laissait embarquer dans une histoire qui n'était pas la sienne. Elle était sortie de ses gonds quand il lui avait appris d'un ton détaché qu'il avait proposé aux deux autres de passer chez lui un peu plus tard. « Tu veux laisser ces gens venir ici alors que Phil dort à 3 mètres de là ?»« Ce sont de vieux messieurs inoffensifs. Ils ne resteront que quelques minutes, je ferai attention à ce qu'ils ne vous réveillent pas. » « Tu as perdu l'esprit ?» À partir de là, la situation n'avait fait qu'empirer. « Alors, comment ça va au travail, ma chérie ?» fit Joseph à sa fille. « Il me traite comme si j'avais eu une opération du cerveau. Les missions dont on me charge sont ridicules. Je viens d'avoir un bébé, je n'ai pas été malade. » « Eh bien, moi, je suis heureuse que ça se passe comme ça. » déclara sa mère. « Tu es une jeune maman. »« Ah, en fait, c'est toi qui donnes des ordres à mon boss ?» lâcha-t-elle avec amertume. Joseph tenta de lui remonter le moral. « Je suis sûr que tu vas retrouver bientôt ton niveau optimal. » Comme Nancy ne répondait rien, il s'adressa à Will. « Et vous? La retraite, c'est toujours si bien ?»« Tu parles, qu'est-ce qu'on se marre ?» fit Will sarcastique. « Eh bien, vous êtes mon héros. Dans 2 ans, Mary et moi, on y sera nous aussi. Alors on vous observe pour apprendre comment il faut s'y prendre. » Tout à sa mauvaise humeur, Will retourna ce commentaire dans sa tête en se demandant s'il y avait quelque chose d'insultant. Après le départ de ses parents, Nancy se consacra à son fils. Puis elle se prépara pour aller se coucher. Elle était glaciale avec Will, ne lui adressait pas la parole et faisait tout pour l'éviter. L'étroitesse des lieux ne faisait qu'accroître le problème. Enfin, elle sortit de la salle de bain, rose et fraîche, vêtue d'une nuisette dévoilant juste ce qu'il fallait pour enflammer l'imagination. Les bras croisés, elle le toisa. Il regardait la télévision. La posture de Nancy mettait en valeur sa superbe poitrine. Il avait beau la trouver très très sexy, l'expression de son visage décourageait d'office toute tentative. « S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir. »« Ils ne resteront que 5 minutes, tu ne les entendras même pas, » s'entêta-t-il. Il refusait de céder, ce n'était pas son genre. Elle referma la porte derrière elle avec sécheresse. Si le bébé n'avait pas été assoupi, elle l'aurait sûrement claqué. Les yeux de Will glissèrent de l'écran de la télévision vers le bar, au-dessous, où trônait sa dernière bouteille de scotch. Dans sa tête, il l'ouvrit et se versa un bon whisky. Chapitre 8. Les hôtesses fermèrent l'espace réservé aux premières classes du vol BA 179 avant d'amorcer la descente sur Kennedy Airport. Durant toute la durée du voyage, le jeune Cottle était resté assis, imperturbable, apparemment indifférent au luxe que déployait la British Airways, offrant du champagne et autres vins fins, du canard aux cerises, des truffes au chocolat, des films inédits, ainsi qu'un siège se transformant en lit, agrémenté d'une couette en plumes. Quelques rangées en arrière, Malcolm Fraser faisait la queue devant les toilettes.
Au bout de 6 heures, recroquevillé sur un siège étroit entre 2 autres passagers, il était raide comme un piquet et sur le point d'exploser. L'opération tout entière s'avérait un désastre, et ses supérieurs lui avaient bien fait comprendre qu'il était seul responsable de ce fiasco. À présent, la tâche s'avérait beaucoup plus compliquée. Au lieu d'une simple livraison, sa mission consistait désormais en une enquête approfondie pour découvrir qui avait payé pareille fortune pour ce manuscrit et quelles étaient ses motivations. Fraser était chargé de pister le livre afin de le découvrir, sans laisser de traces, quel qu'en soit le prix. Et bien sûr, tout cela était urgentissime. Au bord de la crise de nerfs, Lester, son supérieur, avait exigé d'être informé minute par minute. Tout ça mettait Fraser encore plus en rogne et lui donnait des envies de meurtre. Dans la salle d'embarquement au terminal 5 de l'aéroport d'Heathrow, le gardien avait approché Cottle alors qu'il attendait pour monter dans l'avion. L'Américain craignait en effet qu'il ne le remarque plus tard et trouve sa présence suspecte. Aussi voulait-il éliminer le doute dans la tête du jeune homme et en profiter pour lui poser quelques questions innocentes. « Hé !» s'exclama-t-il d'un ton joyeux. « Regardez-moi qui est là. J'étais à la vente ce matin. » L'Anglais le dévisagea. « Bien sûr, monsieur, je me souviens. »« Ah ! C'était quelque chose, pas vrai ?»« Oui, monsieur, une rude partie. »« Alors comme ça, on est dans le même avion ? C'est drôle, hein ? Et je parie que je sais ce que vous transportez, » fit-il en désignant la mallette du garçon. « Pas moyen de savoir à qui vous allez livrer le bouquin ? Je n'ai pas perdu espoir de l'acheter. J'aimerais faire une proposition au type qui m'a battu aujourd'hui. » « Je crains que ce ne soit pas possible, monsieur. Le principe de confidentialité et tout ça, vous savez. » Un haut-parleur annonça que les premières classes pouvaient à présent monter dans l'appareil. Cottle agita sa carte d'embarquement. « Bon voyage, monsieur » termina-t-il avant de s'éloigner. Will bondit du canapé avant que la sonnette retentisse une seconde fois. Il était presque 23 heures. Les gars étaient pile au rendez-vous. Il les attendit dans l'entrée afin de leur rappeler de ne pas faire de bruit. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, il fut ébahi en découvrant Spence juché sur un scooter électrique rouge comme un camion de pompier, sa boîte à oxygène bien installée dans le panier à bagages, flanqué de Kenyon. « Ça fait pas de bruit au moins, votre engin ?» fit Will soudain nerveux. « Ce n'est pas une Harley », répondit Spence avec indifférence. Sa machine avança en ronronnant doucement. Les 3 hommes formaient une étrange équipe dans le petit salon de Will. Ils parlaient peu, à voix basse, et regardaient le journal télévisé de 23 heures. Kenyon avait suivi la progression du vol BA-179 et confirma qu'il n'avait pas de retard. Le temps d'effectuer les formalités d'usage à la douane, de monter dans un taxi, le porteur n'allait pas tarder à présent. Grâce à sa plaque fédérale, Fraser n'attendit pas pour passer la douane. Il se mêla au public qui attendait les passagers dans la salle de débarquement. L'un de ces hommes, des corsos, était déjà là. Avec son blouson de cuir matelassé, sa barbe de 3 jours et sa claudication prononcée, il avait l'air patibulaire. Sans un mot, il tendit à son chef une lourde pochette en cuir. Fraser se sentit tout de suite soulagé de retrouver ses outils de travail habituels. Il glissa l'arme dans la mallette vide, où le manuscrit aurait dû se trouver. Des corsos se tenaient à son côté, statue silencieuse. Depuis le temps qu'il travaillait avec lui, Fraser savait qu'il était inutile de lui faire la conversation. Il n'était pas du genre bavard. Il savait aussi que s'il lui donnait un ordre, des corsos l'appliqueraient à la lettre. Il lui devait bien ça. La seule raison pour laquelle il avait été réintégré à la zone 51 à sa sortie de l'hôpital, c'est parce que son chef l'avait demandé. En effet, il ne s'était pas vraiment couvert de gloire.
Will Piper était la cause de tous ces maux. À 4 contre 1, ce putain d'agent du FBI les avait tous éliminés en combat rapproché. DeCorso avait repris le boulot depuis à peine quelques mois. À présent, il n'avait plus de rate, se trimbalait toute une quincaillerie dans le fémur et devait toute sa vie durant subir des injections régulières de pneumovax pour éviter les infections. Les 3 autres conservaient de lourds handicaps. L'un d'eux avait même un tube qui lui sortait de l'estomac. En tant que chef d'équipe, DeCorso avait complètement foiré. Fraser n'était pas obligé de le reprendre avec lui. Pourtant, il avait tenu à le faire. L'air d'un touriste égaré, Adam Cottle arriva enfin dans la salle avec sa mallette. Fraser le désigna du menton. « C'est lui », fit-il avant de se cacher derrière DeCorso. Ils virent le jeune homme aller au comptoir de la British Airways, où on lui remit une enveloppe. Il prit ensuite la direction de la sortie. « Je suis garé sur le trottoir. Un flic surveille ma bagnole. »« Parfait. Et maintenant, on va voir qui est l'enculé qui m'a planté. » Ils suivirent le taxi jaune sur la voie express Van Wyck. La circulation était fluide, et le taxi n'était pas difficile à suivre. DeCorso annonça qu'ils allaient emprunter le tunnel menant vers Manhattan. Fraser haussa les épaules, brisé par la fatigue, et grommela. « Peu importe. » Le taxi s'arrêta devant un immeuble, et Cottle descendit avec la mallette. Puis il se baissa et demanda au chauffeur de l'attendre. Enfin, il sortit un papier de sa poche et s'engouffra dans le hall. « Vous voulez que je le suive ?» demanda DeCorso. Il stationnait à peu de distance. « Non, son taxi l'attend, il ne va pas tarder. Sors-moi la liste des résidents de l'immeuble. » DeCorso prit son ordinateur portable et entra le code pour se connecter au serveur de la zone 51. Pendant qu'il cherchait, Fraser ferma les yeux, bercé par le cliquetis du clavier. « Nom de Dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ?» fit Fraser en sursautant. DeCorso lui passa le portable. L'autre le prit et cligna des yeux pour mieux lire les caractères minuscules de l'écran. « Et alors ?» Regardez en bas de la liste. C'est alors qu'il le vit. Will Piper, appartement 6F. Le visage du chef des gardiens s'allongea, suivit un torrent d'injures. Putain, j'y crois pas. Will Piper. Je leur avais bien dit à ces connards du Pentagone qu'ils étaient dingues de le laisser filer. Aussitôt il le revit, confortablement installé dans le fauteuil du jet privé de Lester, sirotant son scotch à 12 000 mètres d'altitude, énonçant ses conditions. « Pour sûr, chef, vous le leur avez dit, et maintenant le voilà qui revient nous faire chier. Laissez-moi le descendre, patron. » DeCorso suppliait presque. Il frotta sa cuisse droite encore douloureuse, là où Will lui avait éclaté l'os. « Il est ADH, tu te souviens ? » Ça n'empêche pas que je peux bien l'amocher. Fraser ne répondit pas. Dans sa tête, il passait en revue différents scénarios. À nouveau, il allait devoir donner quelques coups de fil, mais cette fois un peu plus haut dans la hiérarchie. Un agent du FBI à la retraite, qui vit dans un quartier comme celui-là, ne peut pas avoir 300 000 $ sous le coude pour s'acheter un bouquin à une vente aux enchères. C'est un homme de paille. Il faut qu'on trouve qui il couvre. Et il faut surveiller nos arrières. Il rendit le portable à DeCorso. Mais quel fouteur de merde, ce Piper! Cottle était assis avec raideur sur un canapé dans une ville étrangère, où il échangeait à mi-voix des plaisanteries avec un vieillard obèse installé sur un scooter électrique. Il y avait là son ami, tout aussi vieux que lui, et un type entre deux âges, qui remplissait la pièce de sa présence imposante, menaçante. Will songea que le jeune homme devait davantage se sentir dans la peau d'un passeur de drogue que dans celle d'un marchand de livres anciens. L'Anglais ouvrit la mallette. Le manuscrit, enveloppé de papier bulle, formait un gros cube mou. Spence fit un geste enfantin,
le pressant de le lui donner. Mais ses bras ne pouvaient supporter le poids du livre. Aussi dut-il aussitôt le poser sur ses genoux. Avec enthousiasme, il entreprit de le débarrasser de sa gangue de plastique qu'il laissa choir sur le sol. Will l'observait qui ôtait les différentes feuilles comme des pelures d'oignons, s'approchant de plus en plus du cuir. Malgré la gravité de l'instant, il redoutait que Kenyon ne réveille Philip en marchant sur le plastique et en faisant éclater les bulles. Enfin, la dernière couche. Spence souleva la couverture avec douceur. Il se plongea dans la première page, absorbant tout ce qu'il pouvait. Kenyon s'était penché par-dessus son épaule. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Vu d'en face, l'écriture était si serrée que la page semblait noire à Will. C'était une expérience très différente de voir les noms écrits de main humaine au lieu de les lire sur l'ordinateur de Shackleton dans une police de caractère moderne. Une personne avait trempé sa plume dans un encrier des dizaines de milliers de fois pour remplir ces pages. Que pouvait-il bien se passer dans la tête du scribe ? Qui était-il ? Comment avait-il pu accomplir ce tour de force ? Cottle rompit ce moment de grâce. Malgré son air fruste, il s'exprimait avec politesse. On a contacté des experts, des universitaires. Aucun n'avait la moindre idée de ce dont il s'agissait, ni d'où ça venait, à part bien sûr le fait évident qu'il s'agit d'un registre des naissances et des décès. On se demandait si vous aviez une idée de sa provenance. Spence et Kenyon relevèrent en même temps la tête. Le premier ne dit rien, aussi le second dut-il faire une réponse diplomatique. En fait, c'est la période qui nous intéresse. Il s'est passé beaucoup de choses au début du XVIe siècle. Ce manuscrit est une pièce unique et nous voulons l'étudier de près. Si nous trouvons quelque chose, nous serons heureux de vous en faire part. Merci. Nous aimerions en savoir un peu plus, bien sûr, car nous sommes curieux. C'est quand même beaucoup d'argent pour un livre dont on ne sait rien. « C'est votre appartement, monsieur ?» fit-il ensuite en jetant un coup d'œil autour de lui. Will lui lança un regard soupçonneux. Quelque chose le dérangeait dans cette question. « Ouais, c'est chez moi. »« Vous êtes aussi de New York, monsieur Spence ?»« Un peu plus à l'ouest, » fit-il évasif. « En fait, oui, vous pourriez nous aider, » dit-il pour changer de sujet. « Avec plaisir. Parlez-nous un peu du vendeur, Cantwell. » Il n'y a pas longtemps que je travaille pour cette maison, mais on m'a dit que c'est le client typique. Beaucoup de biens mobiliers et immobiliers, mais pas de revenus. Mon supérieur, Peter Neave, s'est rendu à Cantwell Hall pour vérifier la marchandise à expédier. C'est un vieux manoir du Warwickshire qui est dans la famille depuis des siècles. Lord Cantwell se trouvait sur place, mais c'est surtout à sa petite-fille que Neave a eu affaire. Et qu'ont-ils dit à propos de ce manuscrit ? Pas grand-chose, en fait. Il fait partie de leur patrimoine depuis toujours. D'après les souvenirs de Lord Cantwell, il est dans sa famille depuis des générations et des générations. Mais il n'avait aucune anecdote particulière à raconter à son propos. Il pensait qu'il s'agissait d'un registre paroissial ou municipal, peut-être, venant du continent, étant donné le nombre de langues. Il ne tenait pas tellement à cet ouvrage, ce qui n'était pas le cas de sa petite-fille. « Ah bon ? Pourquoi ?» Elle a dit à Peter qu'elle avait toujours été attachée à ce livre. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle sentait qu'il s'agissait d'une œuvre très spéciale, et elle ne voulait pas s'en séparer. Lord Cantwell n'était pas de cet avis. Spence referma l'ouvrage. « Et c'est tout ? Ces gens ne savent vraiment rien d'autre sur son histoire ? » « C'est là tout ce qu'on m'a dit. »« Dites-moi, il y avait un autre enchérisseur, celui contre qui vous avez bataillé. Qui est-ce ? » ?»« Je ne peux pas vous le dire. »« De quelle nationalité était-il ? » demanda à son tour Kenyon. « Vous pouvez au moins nous dire ça. »
C'était un Américain. Il s'est montré bien curieux à notre sujet, vous ne trouvez pas ? Déclara Will après le départ de Cottle. Spence éclata de rire. Ça les rend fous d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse en savoir plus long qu'eux. Ils doivent éprouver une angoisse viscérale à l'idée qu'ils l'ont peut-être bradé. Et c'est le cas, souligna Kenyon. N'oubliez pas que notre concurrent était américain. Spence secoua la tête. J'espère de tout mon cœur que ce fils de pute ne travaille pas dans le Nevada. Il faut être prudent et rester sur nos gardes. Et vous, Will, vous voulez jeter un coup d'œil ? Dit-il en tapotant la couverture. Il prit le manuscrit sur les genoux de Spence, puis se rassit sur le canapé. Il l'ouvrit ensuite au hasard et se perdit quelques minutes dans cette litanie de noms et de vies depuis longtemps envolés, dans ce livre des âmes. Chapitre 9. Cottle sauta dans son taxi et demanda au chauffeur de le conduire à l'hôtel Grand Hyatt, où une chambre avait été réservée à son nom. Il pensait prendre une douche rapide, puis aller faire un tour en ville. Peut-être essaierait-il une ou deux boîtes, avant de s'écrouler de fatigue, éreinté par cette journée qui n'en finissait pas. Au moment où le taxi démarrait, il laissa un message à Toby Parfit, pour lui annoncer que le précieux colis était arrivé à bon port. Il lui restait encore un appel à passer, mais il attendrait d'être seul dans sa chambre d'hôtel. Fraser avait une décision à prendre sur le champ. Suivre le porteur afin d'essayer de lui soutirer des informations peut-être importantes, ou bien fondre sur Piper et lui reprendre le manuscrit. Encore fallait-il que l'ancien agent spécial soit seul. Qu'arriverait-il s'il devait forcer sa porte ? C'en serait fini de lui si jamais il avait maille à partir avec la police ce soir-là. Il regretta de ne pas avoir une seconde équipe sur place. Alors, il agit selon son instinct. Il savait que Cottle devait mourir ce soir. Aussi décida-t-il de commencer par lui. Quand Descorso démarra, Fraser regarda la fenêtre allumée de Will, au 6e étage, et, en silence, se promit de revenir plus tard. Le taxi déposa Cottle un peu plus loin, devant l'entrée surélevée du Grand Hyatt, sur Vanderbilt Avenue. Le jeune Anglais prit l'escalator qui descendait vers le hall d'entrée en contrebas. Pendant qu'on lui remettait les clés de sa chambre, Fraser et Descorso l'observaient depuis l'ascenseur. C'était à lui de venir à eux. « Tu peux l'intimider un peu, mais vas-y mollo quand même, il parlera. » N'est qu'un sous-fifre. Essaie de découvrir ce qu'il sait sur Piper. Pourquoi il voulait le bouquin, et s'il y avait quelqu'un d'autre dans l'appartement. Tu connais ton boulot. Descorso acquiesça d'un grognement, et son chef s'éclipsa en direction du bar pour éviter que Cottle l'aperçoive. Là, Fraser s'assit à une table isolée et commanda une bière. Il en avait bu la moitié quand son téléphone sonna. C'était un de ses hommes, depuis le centre des opérations dans le Nevada. Chef, on vient juste de trouver une info sur votre cible, Adam Cottle. Fraser n'était pas du genre qu'on surprend facilement. Pourtant, il se sentit soudain désarçonné. Il mit fin à la conversation en lâchant un « c'est bon », sec et irrité. Puis il contempla son portable en essayant de décider s'il fallait prévenir ou pas Descorso. Il posa le Blackberry sur la table et vida sa bière en quelques gorgées. De toute façon, il était trop tard pour rebrousser chemin. Donc il ne fit rien. L'addition serait impossible à payer, mais il devait laisser advenir le sort. Le destin, c'est ce qu'il y a de pire, songea-t-il. Ouais, c'est bien la pire chose au monde.
Le gardien prit l'ascenseur avec sa cible, fixant bien le plafond où, supposait-il, était logée la caméra de surveillance. Si jamais les choses tournaient mal, après avoir éliminé les autres suspects possibles, c'était sur lui que la police se concentrerait. C'était du 100% sûr. Mais ça n'avait aucune importance car il n'existait pas. Son visage, ses empreintes, rien n'apparaissait nulle part, dans aucune base de données, si ce n'était celle du personnel de Groom Lake. Les gardiens étaient systématiquement rayés de tous les fichiers du pays. C'était un fantôme qu'il chercherait. Cottle appuya sur la touche de son étage, puis, poli, lui demanda où il se rendait. « Comme vous », lâcha Descorso. Tous deux descendirent au 21e étage. L'Américain resta en arrière, feignant de chercher sa clé, laissant à l'autre le temps de reconnaître les lieux. Le couloir était long et désert. L'Anglais semblait libre et insouciant en avançant avec sa valise à roulettes, jeune homme seul, se réjouissant d'avance de passer toute une nuit à New York. Cottle inséra la carte dans la fente. Une lumière verte clignota sur la serrure et la porte s'ouvrit. Sa valise était encore dans l'embrasure de la porte quand un bruit le fit se retourner. Le type de l'ascenseur se tenait juste derrière lui. « Dites donc !» s'exclama Cottle. Descorso referma la porte d'un coup de pied. « Je ne suis pas un voleur. J'ai juste besoin de vous parler. » Fait inexplicable, l'Anglais ne semblait pas effrayé. « Ah ouais ? Alors tire-toi de là et passe-moi un coup de fil de main. T'es bouché, mec ? Dégage !» L'incrédulité se peignit sur le visage du gardien. Le gosse aurait dû trembler comme une feuille à présent, supplier qu'il lui laisse la vie sauve, offrir son portefeuille, au lieu de résister comme ça. « Dis-moi ce que tu sais au juste sur Will Piper, le gars que tu viens de rencontrer. » reprit Descorso. Cottle lâcha son bagage et se mit à serrer et desserrer les poings comme pour s'échauffer. « Écoute, je ne sais pas qui tu es, mais soit tu repars gentiment tout seul, soit je te mets en pièces. Pigé ?» L'Américain était confondu par l'agressivité du jeune homme. Toutefois, il le mit en garde. « Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont déjà. T'es dans la merde, mon pote. Va falloir y mettre du tien, si tu veux t'en sortir. » « Pour qui tu bosses ?» Le gardien secoua la tête, déconcerté. « J'ai bien entendu. Tu m'as posé une question, là ? Tu te fous de moi ?» La situation se dégradait. Descorso sortit un couteau de la poche de son blouson, puis d'un geste du poignet, la lame apparut. « Le bouquin, pourquoi est-ce que Piper le voulait ? Y avait quelqu'un avec lui ce soir ? Si tu me réponds, je m'en vais. Si tu te fous de moi, tu vas le regretter. » Soudain, Cottle se tassa, rentra la tête entre les épaules, puis il chargea son adversaire, l'écrasant contre la porte. Sous le choc, Descorso lâcha son couteau. Par instinct, le gardien frappa de ses poings la nuque de l'autre et réussit à le repousser en lui flanquant un coup de genou dans le menton. Ils étaient à présent à 50 cm l'un de l'autre. Ils se dévisagèrent un instant avant de se retrouver à nouveau au corps à corps. Descorso vit Cottle s'accroupir, tel un lutteur professionnel, parfaitement entraîné, ce qui ne fit qu'accroître sa confusion. Il chercha des yeux son arme, et l'Anglais profita de cet instant pour lancer contre lui une volée de coups de poing et de pied, tous dirigés vers le cou et l'aine. Grâce à son poids supérieur, l'Américain réussit à le repousser et à l'éloigner de la porte. Il regarda par terre, toujours à la recherche de son couteau. Il ne pourrait le neutraliser à main nue. Le genou était trop fort pour ça. Descorso fit une feinte. L'autre trébucha alors sur sa valise, perdit l'équilibre et tomba lourdement en arrière, la tête près de la table de chevet. Le gardien se jeta sur lui, misant sur ses 110 kilos pour écraser son adversaire d'un gabarit inférieur. À son souffle, il sentit qu'il lui comprimait les poumons. Sans lui laisser le temps d'effectuer la moindre parade, l'Américain se saisit d'un radio-réveil en plastique posé sur la tablette, l'arracha à sa prise électrique et l'écrasa d'un geste rageur sur le visage de Cottle, frappant de toutes ses forces, jusqu'à ce que l'objet soit pulvérisé et le visage de l'Anglais réduit à une bouillie sanglante d'eau brisée. Descorso l'entendit gémir, jurer. Il tomba à genoux
et se retourna, cherchant son arme. Où était-elle passée? Soudain, il vit le bras du jeune Anglais se tendre vers lui. La lame, lancée avec force, transperça son blouson, mais fut freinée par l'épais rembourrage, laissant juste le temps à l'Américain de saisir le bras de son adversaire et de le plaquer contre son genou. Cottle poussa un hurlement de bête sauvage qui déstabilisa des corsos. Des années d'entraînement et de discipline cédèrent soudain, comme un pont emporté par une crue. Il tenait à nouveau son couteau et, sans réfléchir, il se pencha et trancha le cou déjà ensanglanté de l'Anglais, lui sectionnant la carotide. Puis il s'écarta brutalement pour éviter le geyser de sang. Enfin, le gardien s'assit pour reprendre sa respiration, observant sa victime qui agonisait en se vidant peu à peu. Quand il eut retrouvé tous ses esprits, il prit le passeport et le portefeuille de Cottle, puis fouilla sa valise en éparpillant le contenu. Il trouva le papier portant l'adresse de Will et l'empocha. Puis il s'en alla, le cœur encore battant. À Londres, le temps passait et l'alarme se déclencha au bout d'un moment. Le fiable Cottle n'avait pas passé son second coup de téléphone. L'agent de service, inquiet, l'appela sur son portable, mais tomba sur la messagerie. On était au beau milieu de la nuit à Vauxhall Cross, mais au tréfonds des bureaux modernes du MI6, les lumières ne s'éteignaient jamais. Le supérieur de Cottle au service secret demanda à une assistante d'appeler le Grand Hyatt pour s'assurer qu'il était bien arrivé. Un membre du personnel de l'hôtel fut chargé d'aller voir s'il se trouvait dans sa chambre. Il frappa à la porte et, ne recevant pas de réponse, il entra, découvrant une scène dantesque.